Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, on fait notre crypto rapport. Donc ici, c'est un rapport qui va reprendre en gros l'actualité blockchain et Bitcoin. Et donc on va revenir sur tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu de croustillant durant cette semaine. Donc on va voir, on va faire un tour mondial, donc on va aller dans tous les continents et un tour global. Et ensuite, on va se focaliser exclusivement sur ce qui se passe à Wall Street. Donc comprenez Wall Street ici par quoi toutes les compagnies qui composent Wall Street et d'autres institutions et corporations à travers le monde. Donc, encore une fois, aujourd'hui, un grand merci pour les news du jour qui nous ont été apportées par Patrick et par Nadi et quelques news que j'ai été concoctées, que j'ai été récoltées à gauche, à droite. Et donc, on remercie réellement le rapport au quotidien, vu que c'est une équipe qui est là, qui est disciplinée et qui nous apporte toujours des news au quotidien. Donc, Nadi, Patrick et Johan, un grand merci à vous. Donc ici, bien évidemment, tous ceux qui sont en train de suivre l'émission, je vous rappelle que tout ceci, vous allez pouvoir le retrouver sur notre canal YouTube, le Trading Watch TV. Donc il y a énormément de news, donc regardez bien tout ce qui est dans la section commentaires et dans le box de description, vous allez avoir accès à toutes ces news. Donc ne vous inquiétez pas, tout ce qui est ici, vidéo et tous ces articles, vous les aurez ici en description de vidéo. Et d'un autre côté, pour ceux qui veulent me retrouver moi pour des services de consulting et des recherches, venez directement au www.ictune.com et ici tout en bas de la page vous avez un box de messages ici afin de pouvoir me contacter directement et il y a aussi un email afin de pouvoir me contacter pour tout ce qui est information et business. Alors là on y va tout de suite avec il y a pas mal de choses à voir cette semaine-ci et qu'est-ce que l'on a? Excusez-moi. Numéro 1, on va commencer avec Dan Morehead, ici que vous avez. C'est le CEO d'un grand hedge fund ici qui est investi dans les cryptos. Et vous avez vu que tout ce qui s'est passé cette semaine-ci avec cette montée, cette baisse, les ETF rejetés, le ci, le ça, des annonces du ICE, donc des propriétaires du New York Stock Exchange. Il y a eu beaucoup de choses. Et lui, qu'est-ce qu'il dit tout simplement aux investisseurs? Arrêtez de overreacting, donc d'exagérer dans vos réactions. Donc soyez cool, soyez zen, confiez en vos analyses et continuez à faire ce qu'il y a à faire. Donc il faut aller au-delà de ce que l'on voit. Pourquoi? Vous voyez que maintenant c'est un marché qui commence à être dominé de plus en plus par des institutions. Les institutions sont beaucoup plus calmes. Pourquoi? Vu qu'elles ont des équipes, elles ont des moyens, elles ont beaucoup de ressources. Donc elles ont des grosses équipes d'analystes qui font les analyses fondamentales, les analyses techniques, les recherches quantitatives, ainsi de suite et tout ça. Donc eux ils sont beaucoup plus calmes dans leur chef. Pourquoi? Vu qu'ils savent exactement dans quoi ils sont en train d'investir. Ils ont beaucoup de choses qui sont sophistiquées, c'est-à-dire gestion des fonds, gestion du risque, etc. Chose qu'on n'a pas particulièrement un simple particulier. Donc ici encore, qu'est-ce qu'il y a? Faut faire très attention à ce qu'ils sont en train de dire. Pourquoi? Vous devez savoir évaluer ce qui se passe. Qui est réellement derrière les mouvements que l'on a? Est-ce que vraiment des particuliers est-ce que c'est réellement des fonds? Est-ce que ce sont des grands whales, donc des gros traders spéculateurs mis en eux avec du capital mis en commun et ayant accès à de l'effet de levier qui sont derrière tous ces mouvements? Donc c'est qui exactement? À qui est-ce qui s'adresse? Donc ça, vous voyez que vous devez réellement savoir ce qui se passe et qui réellement est à même de pouvoir générer les mouvements que l'on voit dans les marchés. Donc vous voyez que faites très attention à tout ce que vous lisez. Vous pouvez pouvoir aller dans le fond de la chose et pouvoir être sûr de ce qui se passe. Vous voyez qu'ici, on opère dans un marché qui n'est pas régulé, qui est décentralisé, donc c'est très difficile de savoir cela. Donc, apprendre avec des pincettes. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une vidéo dans laquelle lui est en train de s'exprimer par rapport à ça. Et déjà, on revient sur quoi? Sur quels étaient les faits. Les faits premiers, c'était quoi? L'annonce vis-à-vis de la SEC et vis-à-vis des contrats ETF qui ont dit tiens, on va laisser ça en suspens et on va attendre. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu directement ici une forte baisse. Donc là, directement ceux de Bloomberg ont contacté ceux du CME afin d'en parler pour voir pourquoi, pour voir eux qu'est-ce qu'ils ont vu au niveau des positionnements des contrats futurs. Et d'un autre côté ici, on va à CNBC et là maintenant qu'est-ce que l'on a? On a donc Dan Morehead ici qui vient et qui en parle lui-même, donc il donne son commentaire par rapport à tout ce que l'on a vu, donc au niveau du delay des ETF, que tout ça a été renvoyé dans des dates ultérieures. Rappelez-vous qu'on parle ici principalement du premier ETF, celui des frères Winklevoss, qu'on a plein, il y a au moins une liste entre 5 et 10 ETF qui sont là, mais ça c'est le premier d'une longue liste. Vu que si celui-là il arrive, ça a donné porte ouverte encore pas mal d'autres ETF et vous allez voir qu'il y en a beaucoup, mais ça c'était réellement le plus connu. Donc dans cette vidéo ici, on revient réellement sur ce qui s'est passé et là vous avez le CEO de l'exchange qui est en train de parler lui-même et qui dit exactement ce qu'il en pense.
Alors maintenant, d'un autre côté, il y a avec Wall Street, il y a beaucoup de monde. Et maintenant quoi? Il y a un analyste qui pour lui, c'est un game over. Mais c'est quoi game over ici? Il dit que si le Bitcoin n'arrive pas à perforer le support des 6000, vous voyez qu'on est, on est là. Hein. Pour le moment, vous voyez qu'on est ici au 6030, au 6130, pardon. À un moment donné, vous voyez, il y a quelques temps, on était en dessous, on était aussi à 5800. On est remonté, on est redescendu. Là, maintenant, on est là. Ben, pour lui, si on se maintient à ce niveau, ça veut dire quoi? Ben, pour lui, c'est un indicateur que le Bitcoin aurait trouvé son support clé et qu'à partir d'ici on pourrait rebondir. Rappelez-vous que tout ça ce ne sont que des hypothèses. Pourquoi? Ben, il n'est pas à même de faire bouger le marché. Donc ça ce sont des suppositions, chacun émet ses thèses, chacun a ses analyses et il y a quoi? Ben, il n'y a que le prix du Bitcoin réellement qui va nous prouver si oui ou non on est dedans. Donc faites très 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 attention, ne prenez pas ça comme étant une science exacte, quelque chose de sûr à 100%. Voilà, il y a énormément de gourous, il y a beaucoup de gens. Rappelez-vous que sur base de ce que l'on voit au niveau des fluctuations de prix, c'est par rapport à ça qu'on va réévaluer nos positions. Donc savoir, bah, tiens, si j'ai beaucoup de risques, est-ce que je suis ultra exposé? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je short ou maintenant j'en profite pour accumuler? Donc faites super, super, super attention à tout ce qu'il y a. Rappelez-vous que nous, ce que l'on voit ici, ce sont des retranscriptions. On nous rapporte ce qui a été dit. On n'était pas là lors de la réunion. On n'était pas là, donc ça c'est Renaissance Macro Research. On n'était pas là exactement, donc la recherche de M. Jeff de Graff. On n'était pas là, on n'a pas vu son rapport, on ne sait pas. Là, vous voyez qu'on nous rapporte juste ces 3 lignes ici, et sur base de ça, ben quoi? On devrait nous mettre foi en cela et se dire, bah tiens, c'est ça. Il faut voir dans quel contexte il a dit. Et ça ici, c'est intéressant de quoi? Lorsque nous on regarde ceci, c'est dans un niveau global pour voir un peu quelles sont les tendances, qu'est-ce qu'il y a au niveau des news. Rappelez-vous que ça, c'est une tierce partie qui nous rapporte ce qu'il y a vu. Ce qui nous rapporte ce qu'ils auraient entendu ou ce qui a été dit ou une ligne d'un rapport. Donc à vraiment prendre avec des pincettes. Mais ici on voit un peu des avis. Donc on voit, bah tiens, on est en train de voir ce support jouer son rôle de support. Et si réellement le prix n'arrive pas à aller en dessous, est-ce que réellement ce serait un niveau duquel on pourrait décoller et aller plus haut? Bah là on le verra. Donc par rapport à ça, on retourne encore, si je ne me trompe pas, c'est encore une vidéo de CNBC. Attendez, si on va voir si elle se charge rapidement. Et attendez un petit instant s'il vous plaît. Bon, je vais parler un peu plus fort parce que comme j'ai le ventilateur derrière, il fait super chaud. J'espère que le bruit ne va pas créer trop de distorsion et réellement que vous m'entendez bien. J'avais déjà testé, je vois qu'en gros c'est ça. Donc voilà. Mais ici cette vidéo, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi tu ne te charges pas rapidement? Attendez. Oui, voilà, maintenant ça me revient. Cette vidéo exactement, c'est la vidéo de CNBC où on voit l'un des invités, donc un des traders invités qui est en train de reparler sur la grosse news. Hein. Donc une news que pour lui beaucoup de personnes ont ignorée et c'était la news venant du ICE, donc de Intercontinental Exchange, donc les patrons du New York Stock Exchange, donc du NICE, et qui parlait de quoi? Bah, du lancement de BACT, donc la plateforme qui va être lancée pour permettre le trading de crypto, ainsi de suite, vu que maintenant on a un gros nom, une grosse institution qui on va dire se jette à l'eau et qui associe son nom à tout ce qui est crypto. Et donc par rapport à ça, ben, voir quoi ben, amener encore pas mal de ses clients à le joindre dans cette aventure. Hein. Donc cette vidéo ici, c'est celle-là qui ne fonctionne pas, mais vous l'aurez en description de vidéo. Donc pour lui, cette news est encore bien plus grande que celle du renoncement des ETF, ainsi de tout ça, vu que les ETF ce ne sont qu'un produit, mais un produit c'est bien, mais il faut savoir qui va trader ce produit. Alors maintenant, si on a un exchange de cette envergure qui lui vient, qui associe son nom à ce qui est crypto et qui se met en avant et qui a déjà des clients, qui a déjà des trilliards là qui sont là, qui est international, donc ça pour lui c'est une meilleure chose qui est bien plus solide, bien plus impactante que d'avoir un ETF. Pourquoi? Ben, il nous faut des clients pour trader les produits. Donc si on a des clients, que les clients sont là, que les clients viennent avec leur capital et qui font confiance en l'institution, et ben de là, qu'est-ce qui va découler? Ben, l'approbation des ETF. Vu que là, maintenant, quoi, ben, on a assez de clients qui sont assez grands, sont des grands garçons, sont des investisseurs sophistiqués, accrédités, ils ont des équipes d'analystes, ainsi de suite et tout ça. Donc là, ben, quoi, la SEC pourra laisser tomber des excuses bidons, comme ils disent, bah oui, tiens, la manipulation, si ça, ce sont des gars qui savent déjà, qui font ça depuis pas mal de temps. Et donc là, ben voilà, il n'y aura pas de problème s'il y a un bobo. Donc là, voilà, ils sont assez grands. Donc là, ben, ça, c'est une news bien plus impactante et bien plus importante que celle qu'on aurait vue au niveau des ETF. Donc maintenant, continuons. Et maintenant, ici, on voit quoi? Vous voyez qu'il y a encore d'autres ETF. Qu'il y a, avec là on parlait des ETF des frères Winklevoss, et encore les ETF du CBOE, d'autres ETF qui viennent du CME, de Van Eck, donc il y en a énormément, il y a beaucoup d'applications qui ont été remplies, et donc ici on voit quoi? Bah, vu que tout ça a été reculé, eh ben, on se dit bah tiens, là maintenant la rentrée comme vous voyez ici hein, du BACT, donc de la plateforme de ICE.
Est-ce que ça maintenant, ça nous ramènerait quoi? Des ETF, vu que par après il y a une longue liste, hein, donc il y a beaucoup d'applicants pour des ETF, donc ça, voilà, ça pourrait être un plus ici encore. Donc là, cette news revient dessus. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? Rappelez-vous que Starbucks est venu clarifier que voilà, ils sont pas là pour commencer à offrir des choses en crypto et ainsi de suite et tout ça. Mais vous voyez que ça fait pas mal de bruit. Pourquoi? Vu que Starbucks a pris du capital pour investir aussi dans ce projet, donc dans cette plateforme Backed. Mais ça ne veut pas dire que directement, que Starbucks va être directement en relation avec. Pour eux, c'est un business. On vient, on participe, il y a une opportunité d'investissement, on est dedans. Et on verra ce qui va se passer après. Donc là, c'est deux choses qu'il faut réellement séparer, hein. Comme on voit ici, on dit bien que acheter son café au Starbucks avec des cryptos ou du Bitcoin, ce serait de plus en plus proche. Non, là, oui, que dès qu'il y a une news, dès qu'on a vu le nom Starbucks, c'est à ça que les gens pensent. Donc, faire très, très, très attention à ce niveau-là, même venant de Bloomberg. Oui, donc même à ce niveau-là. Donc, faire très, très, très attention à ce niveau-là. Alors, maintenant, on continue. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est une vidéo assez curieuse. Si je me souviens bien, ça c'est Nadi qui m'avait partagé ça durant la semaine, mais j'ai tenu ici à le partager avec tout le monde. C'est quoi? Dans le Global Crypto Research, on avait vu ça un peu, hein. Donc c'était un peu l'évolution, comment dirais-je, du Bitcoin depuis du marché blockchain, donc tout ce qui était Bitcoin et ainsi de suite, et tous les enfin pas tous les dérivés, mais comment dirais-je, toutes les coins alternatives qui ont commencé à être générées depuis le 1er janvier 2017. Donc c'est assez curieux et c'est quelque chose de pas mal à regarder, à voir comment est-ce que tout cet écosystème a continué à grandir et à grossir, ainsi de suite. Et bien évidemment, vous voyez la place qu'occupe le Bitcoin, donc c'est tout simplement immense. Alors maintenant, continuons. Et qu'est-ce que l'on a? Maintenant, on va aller un peu dans le côté trading. Rappelez-vous qu'il y a une différence à faire entre ce qui est trading et ce qui est investing. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on a? Lorsqu'on parle des opportunités de trading, donc venir pouvoir spéculer à la hausse, à la baisse, on va dire à court et à moyen terme. Et là maintenant, qu'est-ce que l'on a? On voit quoi? Que le gros, c'est quoi? Ici, c'est qu'il y a pas mal de choses qui nous sont offertes. Donc d'un côté, on a quoi? Bien évidemment, ce serait quoi? C'est prédire le prix futur du Bitcoin. Donc là, par rapport à ça, on va prendre une position à la hausse ou à la baisse. Et là, vous avez vu qu'on a pas mal, comment dirais-je, d'opportunités. Donc on a pas mal de choses à le faire, hein. Donc, ou tout simplement, acheter le propre sous-jacent. Ou maintenant, on a encore pas mal d'autres dérivés. Et c'est là maintenant qu'on arrive aux autres choses. D'un côté, on a ce qu'on appelle le spread betting ou bien les CFDs. C'est quoi? C'est justement un contrat sur la différence. Se dire, tiens, le Bitcoin peut monter de autant et moi, je prends une position à la hausse. Ou le Bitcoin peut aller à la baisse. Et moi, je prends une position short, je vais à la baisse. Et donc là, en Grande-Bretagne, on parle de spread betting. Et ici, en Europe, en Europe, pareil, hein. Donc c'est exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle les CFDs. Donc opérer avec des contrats sur la différence. Donc c'est quoi? C'est un contrat entre acheteur et vendeur, donc entre deux parties. Et donc c'est quoi? Vous et le broker. Et là, directement, le broker vous dit, tiens, toi, si le Bitcoin va à la hausse, vu que tu es acheteur, je te paye la différence. Et si il va à la baisse, tu me le payes à moi, vu que là, toi, tu étais haussier, moi, je suis baissier. Donc sachez qu'ici, lorsque vous rentrez dans ce type de négociation, votre contrepartie, c'est toujours le broker avec lequel vous êtes. Donc ça, sachez-le. Okay. Il y a tout un mécanisme dedans, mais voilà, donc ça c'est la chose clé. Maintenant quoi, ça c'est génial, pourquoi d'un côté? Parce que ça nous permet de spéculer à la hausse et à la baisse. On peut aussi avoir des stratégies dans lesquelles on peut gérer des portefeuilles spéculatifs comme ça. Donc vous voyez que moi j'ai déjà fait pas mal de vidéos où je vous montre un peu ce que je fais à ce niveau-là, mais ce sont des vidéos privées, donc ça c'est pour tous ceux qui sont clients. Donc voyez un peu ce qui peut être fait. On a accès à des cryptos aussi, on a accès aussi à de l'effet de levier, donc vous devez savoir exactement comment avoir le bon risk management qui va avec. D'un autre côté, qu'est-ce que l'on a encore maintenant aux États-Unis? Donc là on a quoi? C'est bientôt la rentrée en jeu des options. Vous voyez pour le moment on a les contrats futurs et ainsi de suite et pas mal de choses. Et le CBOE qui est l'un des endroits où il y a beaucoup d'options sont créées, là une fois qu'ils vont avoir les ETF, ils ont déjà les futurs, les ETF et tout ça qui vont arriver, il y aura aussi les options qui vont arriver. Donc là c'est encore de plus en plus de produits et directement après vous avez le choix, hein, ou être en train d'opérer à travers un exchange ou une plateforme de trading, ainsi de suite et tout ça. Comme on dit, les plateformes de trading online sont beaucoup plus sûres. Pourquoi? Vu qu'elles sont régulées. Par exemple un plus 500, il y a toujours une banque d'investissement derrière, ou d'autres plateformes de trading, IronFX, eToro, enfin peu importe. Ça ce sont des plateformes de trading, et à la différence d'avoir un exchange. Vous voyez que les exchanges là, on a vu quoi? On a vu pas mal de hacks à ce niveau là. Pourquoi? Vu qu'ils se sont fait hacker les wallets dans lesquels sont stockés les cryptos. Donc là, sachez quelles sont les opportunités. Vous voyez que lorsqu'on opère avec un exchange, c'est principalement avec le véritable sous-jacent. Et si on passe pour une plateforme de trading online, en général, c'est avec des dérivés, vu que ce sont des plateformes CFDs et spread betting, ainsi de suite. Ok? Donc là, voilà exactement ce à quoi on a accès. Oh là, j'étais trop vite. Et maintenant, on revient sur un autre aspect du trading, le short. Rappelez-vous, je vous dis toujours que dans ce type de marché, on est dans un bear market. Vous voyez ici, on dit bien un bearish market. Qu'est-ce que l'on fait? Il y a trois choses à faire.
Numéro un, si je ne sais pas ce qui se passe, je reste sur le côté, je ne fais rien. Numéro 2, si j'ai une stratégie d'accumulation dans un bearish market, donc j'accumule. Donc là, comme ce que je fais, là, je vous renvoie toujours à aller regarder ce qu'a fait Nathan de Rothschild, ainsi de suite. Donc là, allez étudier l'histoire et vous allez voir exactement ce qu'il a fait. Et numéro 3, c'est quoi? Je short. Ça, ce sont les choses à faire ici si vous voulez être actif. Vous voyez? Si vous êtes actif et participer à cela, on capitalise à la baisse. Et donc dans cet article, j'ai jugé bon de le partager avec vous. Pourquoi? Vu qu'on parle de quoi? Une solution pour pouvoir shorter les marchés et pouvoir aussi faire quoi? Capitaliser dans ce bearish market, dans un marché baissier. Et on peut shorter, il n'y a pas que le Bitcoin, il y a le Ripple, le Litecoin, le TRX et le ADA que l'on peut shorter. Donc là, vous allez me dire, tiens, où c'est que je peux shorter ça dans un bear market? Il y a une plateforme qui vous permet d'avoir accès à cela. C'est BitMEX. Vous voyez qu'avec le Bitcoin, il y a les contrats perpétuels. Donc en gros, ces contrats-là ont du temps, donc ils sont limités dans le temps. Vous voyez qu'à travers les plateformes de trading online, avant on avait 90 jours, maintenant c'est passé à 30 jours, et pour certaines cryptos c'est 20 jours. Donc on a pas mal de cryptos, par exemple le EOS, ainsi de suite. Et donc là, vous voyez que parfois il y a des positions qui mettent du temps à se faire. Donc le temps que vous restiez dedans, c'est ça. Donc c'est quoi? C'est ouvrir la position. On a 20 jours. Si dans les 20 jours le mouvement n'a pas été fait, c'est couper la position, après la reprendre et reprendre où on est. Mais c'est possible, mais c'est un peu casse-tête. Mais à partir de BitMEX, on a des contrats perpétuels à la hausse et à la baisse avec le Bitcoin aussi, avec pas mal de leviers. Et le reste, on a des contrats, je pense, qui sont trimestriels et mensuels. J'ai un BitMEX aussi, mais je ne l'utilise pas encore pour le moment, vu que je ne suis pas encore dans cette optique de tout ce qui est, comment dirais-je, revenir dans tout ce qui est short. Rappelez-vous, avec crypto, à travers BitMEX, mais à travers d'autres plateformes, oui. Donc les plateformes de trading online, donc les brokers CFD, là oui, mais pas encore ici avec BitMEX. J'ai regardé ce qui se passe et j'ai vu ce qu'ils étaient en train d'offrir. Donc c'est super, super intéressant. Ça, c'est réellement lorsqu'on envie vraiment d'opérer au niveau du Bitcoin. Moi, c'est surtout ça qui m'intéressait au niveau des contrats perpétuels. Vu que les autres conditions que j'avais, elles étaient excellentes à un moment donné. Donc 90 jours, c'est 3 mois, donc c'est assez pour se maintenir dans un short. Mais après, lorsque ça a été réduit à 30 jours, c'est pas toujours ça. Vous voyez qu'on peut avoir un mois dans lequel on tâtonne un peu et après on accélère. Mais vous voyez que c'est à vous à sous-peser. Vu que maintenant, je suis beaucoup plus comment dirais-je, dans une phase d'accumulation dans la baisse. Donc c'est ce que je privilégie d'abord. Les opérations spéculatives, il y en aura toujours. Il y a toujours des opérations à la hausse, à la baisse. Et vous savez bien, moi je ne suis pas cryptocentrique. C'est-à-dire quoi? Je n'opère pas uniquement qu'avec les cryptos. J'ai des portefeuilles dans lesquels il y a de tout. Ça va des monnaies aux indices, aux matières premières, aux actions, à tout ce que vous voulez. Et bien évidemment des cryptos dedans. Donc des opportunités, il y en a tout le temps. Ouais, donc là c'est ça la chose. Alors maintenant, continuons ici. Et qu'est-ce que l'on a ici? Maintenant, ici, c'est un article aussi qui m'a fait réfléchir. Pourquoi? Parce que là, réfléchir sur 2 points. Je me dis, tiens, pourquoi cette comparaison? Déjà numéro 1, entre le Bitcoin et le Binance Coin. Et maintenant, ici, l'auteur de l'article, pour lui, c'est quoi? 1 milliard en profit que Binance est sur le point de réaliser cette année-ci, vu que ça, c'est l'année 2018. On a vu les résultats de 2017, beaucoup de profit. Maintenant, en 2018, ils vont encore réitérer cela. Donc, rester dans les milliards en profit. Et selon l'auteur de l'article, pour lui, c'est quoi? Laisser tomber le Bitcoin au niveau de stock de valeur et ainsi de suite. Et mettez-vous avec le Binance. Donc là, je dis, ce n'est pas une recommandation que je donne. Là, c'est ce que l'on voit ici. Pourquoi? Pour lui, tout ce qui est delay au niveau de la SEC, de tout ce qui est régulation pour les ETF du Bitcoin, ça prend du temps. Et d'un autre côté, pour lui, ici, l'auteur de l'article, comme vous le voyez ici, pour lui, il y a un autre king qui arrive à l'horizon. Et pour lui, c'est quoi? C'est Binance. Pour lui, voilà. Là, ici, c'est quoi? Sous-entendu que Binance pourrait remplacer le Bitcoin comme étant ce qu'il est. Donc, c'est pour ça que cet article, je dis là, à prendre avec des pincettes. Je trouve ça très curieux de dire, tiens, waouh, ça c'est vraiment fort à assumer, c'est vraiment quelque chose de très 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 fort à dire. Mais là, comme vous voyez, il ne faut pas confondre. Lorsqu'on voyait des fonds, comme on a vu M. Morehead de Pantera Capital, qui investissent dans le Bitcoin et ainsi de suite, etc. Et le BNB, ce sont deux choses complètement différentes. C'est un jeton natif d'un exchange, un exchange qui est, il faut le dire, a bien géré les choses, a bien fait des choses. Pourquoi ne jamais oublier que CZ, donc Changpeng Zhao, c'est un ex-Wall Street, un ex-La City, il a développé des systèmes pour ces choses-là, donc il sait très bien ce qu'il est en train de faire. C'est quelque chose qu'il avait déjà dans le cerveau depuis pas mal de temps, et donc là, on voit exactement le bien. Donc c'est pas un succès, c'est pas un coup de hasard, ça, c'est quelque chose qui était calculé, et voilà, les cryptos, les ICO sont arrivés au bon moment pour lui. Mais donc ici, de là à comparer les deux cryptos, vous voyez que le BNB aussi a pas mal de demandes par rapport à ça, mais
Ici, pour l'auteur de l'article, c'est quoi? Ben, c'est que le BNB pourra avoir la même trajectoire que le Bitcoin et que sa valeur montrait. Ça, oui, on n'en doute pas. Mais de là, réellement, à remplacer le Bitcoin pour ce qu'est le Bitcoin, là, il y a un gros... là, je mets un gros bam. Pourquoi? Parce que BNB, n'a rien à voir. C'est un jeton, comment dirais-je, qui est utilisé dans une plateforme, mais BNB n'est pas fait, par exemple, pour, je sais pas, moi, je vais pas acheter mon pain avec du BNB. Chose que, oui, ça peut se faire, hein, vu qu'il y a déjà pas mal de cas d'utilité du BNB, d'avoir des prêts, des collatéraux, et ainsi de suite. Maintenant, il faut voir si la compagnie va étendre l'activité et l'utilité du BNB au-delà de ce qu'est l'exchange, alors oui. Mais pour le moment, ben, on temporise et on regarde ce qui est en train de se passer. Là, c'est assumer beaucoup trop de choses, à moins que l'auteur de l'article ait des informations que nous, on n'a pas. Mais maintenant, il faut voir justement ben, qu'est-ce qui va se faire. Vous voyez, ici, là, il y a le projet BNB en white paper. Donc là, je vous invite à regarder et à continuer à faire pas mal de travaux dans ce sens-là et aller de l'avant. Donc même moi, c'est ce que je suis en train de faire. Hein. Je suis en train d'augmenter ici mes recherches et mes investigations sur le BNB, voir vraiment les cas d'utilité qu'il a en dehors de l'exchange, vu que, comme je l'ai dit, il y a déjà pas mal de choses qui commencent à être faites, des prêts, être rentier à X% à l'année, ainsi de suite avec du BNB, et pas mal de choses en dehors de ce qui est exchange, en dehors de l'exchange. Donc ça, curieux, mais comment dirais-je, je vois que ce genre d'article, c'est quoi? Ça nous titille, ça nous met sur une route pour aller voir, aller faire des investigations plus poussées. Et si ça ne mène à rien et qu'il n'y a rien, bah il n'y a rien. Mais c'est ça. Donc là, ici, ben là, je le mets là. Et voilà, si l'un d'entre vous est inspiré, a vu quelque chose, qu'il a lu un truc, ben voilà, je suis un élève comme tout le monde. Vous le faites parvenir ici dans le groupe et on va continuer à aller dans ce sens-là. Donc voilà. Alors maintenant, on laisse le côté global. Maintenant, on va attaquer le côté, on va dire, on va aller dans les régions et on va aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'on a aux États-Unis? On va quoi? On va à la DEA. Et on parle de quoi ici? On parle du nombre de quoi? Des activités ici, comment dirais-je? Du nombre d'activités qui se passaient au niveau de quoi? Des activités frauduleuses au niveau du Bitcoin. Hein. Attendez. Voilà, le nombre d'activités frauduleuses qui est en train de se passer ici au niveau du Bitcoin. Mais attendez, il y a un problème parce que cet article, il a été séparé en deux. Là, j'ai cliqué sur quelque chose sans faire exprès parce que cet article, réellement, on parlait d'un premier article où on parlait de la DEA. Là, je vous le donne de mémoire. Hein. L'article que j'avais au début, avant celui-ci, avant que je clique dessus, donc sans faire exprès. Donc là, excusez-moi, vous allez avoir le lien en description de vidéo. C'était quoi? On parlait du nombre d'activités, enfin du nombre de transactions criminelles, donc d'activités criminelles. Rappelez-vous qu'on associe toujours les cryptos à ce côté négatif, hein, blanchiment d'argent, évasion fiscale, ainsi de suite et tout ça. Et on a vu que le nombre d'activités, le nombre de transactions frauduleuses et criminelles avait diminué au niveau du Bitcoin, mais par contre qu'au niveau de tout ce qui était dollar américain, ben, ça continuait à être là. Donc on a eu quoi? Ben, ce côté, ce fameux mythe de oui, non, tiens, les cryptos elles sont là, c'est que les criminels qui sont en train de les utiliser. Ben non, ben, c'est faux. Vu qu'il y a eu des rapports officiels qui venaient de par quoi? De la DEA. Et on a vu que tiens, ben, ce qu'on s'attendait à être criminel, il y en a aussi, il faut pas, on va pas le nier, mais c'était pas dans les proportions dans lesquelles on nous les vend à travers les médias. Que c'était bien évidemment et bel et bien toujours le dollar américain, donc le billet vert qui continue à être là à ce niveau-là. Ok, et donc là, cette news ici, ben là, elle est apparue vu qu'apparemment j'ai dû cliquer ici sans faire exprès là-dessus. Il y a eu juste une heure, donc je n'ai pas vu cette news. Mais bon, là, vous l'aurez là. Donc là, je ne peux pas commenter ce que je n'ai pas analysé. Donc, continuons. Maintenant, on va où? On va à un géant Bitmain. Donc Bitmain, c'est en Asie. Vous voyez que là, on est aux États-Unis. Mais pourquoi Bitmain aux États-Unis? Vu qu'on voit que Bitmain maintenant se prépare à avoir un lancement en bourse. Donc apparemment, ils vont être lancés en 2019 à travers la bourse de Hong Kong, donc au Hong Kong Stock Exchange. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils ouvrent un data center au Texas. Donc là, c'est aux États-Unis. On se dit, bah tiens, Bitmain au Texas qui viennent ouvrir un data center. Qu'est-ce qu'il y a et pourquoi? Bah, c'est pour tout ce qu'ils sont en train de faire au niveau des dispositifs et ainsi de suite et tout ce qu'ils sont en train de vendre. Et donc, il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire. Et on voit maintenant quoi? Qu'ils commencent à avoir des opérations aux États-Unis. Donc là, on se dit, bah tiens, ici, il y a des choses grandes qui sont en train de se passer ici. Et on voit réellement, bah tiens, que Bitmain est en train de grossir. C'est une compagnie qui grandit, n'arrête pas de grandir. Il y a énormément d'argent qui rentrent dedans, ils sont super bien financés, il y a beaucoup de monde derrière, et la personne qui est derrière Bitmain est un autre jeune entrepreneur aussi super puissant et très intelligent dans ce qu'il est en train de faire. Donc là on va voir quelles sont les initiatives et tout ça, ça va déboucher sur quoi. On reste aux États-Unis maintenant, et qu'est-ce que l'on voit ici?
On revient un peu sur tout ce problème un peu au niveau des ETF, hein. Donc là, on va à Washington, la SEC, vous l'avez ici, et on voit quoi? Et rappelez-vous, il n'y avait pas que l'ETF des frères Winklevoss, il y a d'autres entités, d'autres institutions qui avaient aussi déposé des demandes de quoi? Ben, d'approbation de leurs ETF. Donc ici, on a Vanek, encore et encore d'autres. Et ici, c'est quoi? Le Solid X. Si je ne me trompe pas, dans ce que j'ai vu, le Solid X, quand on met X, sachez qu'il y a un retour. Donc X, ça voit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un ETF qui vient avec un effet de levier. Donc il y en avait pas mal, hein. Il y avait un 2X, un 1X, un 3X, un 4X, ainsi de suite, qui va dans le sens du marché. Donc un haussier, il y a un autre qui est bearish. Et donc il y a énormément de choses qui sont en train d'être mises sur pied. Donc ça, eux aussi, ben, ont vu quoi? Ben, leur demande être, comment dirais-je, mise en pause et attendre. Donc il y a beaucoup de TF, hein, qui sont en train d'arriver. Donc vous voyez que là, je pense que la SEC, ils vont être saoulés avec tout ce qui est en train de leur arriver. Vu que là, vous voyez qu'il y a énormément de demandes, il y a énormément d'applications qui sont là. Mais tout ça, c'est quoi aussi? Vous voyez que lorsqu'on voit ça, on doit se dire, bah tiens, on est en train de regarder un actif qu'on qualifie de fraude, qu'on qualifie de ceci, de cela, et ceux qui opèrent dans Wall Street, ben si réellement c'est une fraude, si réellement ça ne mérite pas la peine que l'on fasse tout ce qu'on est en train de faire, pourquoi se casser la tête à créer ce genre de produit? Pourquoi se casser la tête à essayer d'avoir le même genre de TF qui me sert à opérer sur Apple? Mais restez tout simplement avec Apple. Pourquoi est-ce que je dis ça? Vous voyez que pourquoi est-ce que je prends un peu ce ton ironique? C'est pas ironique, c'est pour que vous compreniez une chose. Beaucoup de personnes parlent de fraude, mais ici on parle de quoi? Le capital n'est pas une fraude, il faut suivre l'argent. Lorsque vous voyez ces compagnies, il faut rechercher Vanex, c'est quoi? Il faut rechercher un tel, le CMI, le CBOE. Lorsque vous voyez toutes ces compagnies, comment est-ce qu'ils opèrent, ce qu'ils sont déjà en train de faire, ils ont déjà des millions, ils ont déjà fait des milliards. Alors pourquoi maintenant se casser la tête à vouloir générer des milliards avec un actif qui ne vaut rien? Vous voyez, s'ils sont dans Apple, parce qu'ils ont réussi à gagner avec Apple. Ils sont dans Amazon, ils sont dans tel secteur, telle industrie, ils ont réussi à faire ce qu'ils ont à faire. Alors maintenant, pourquoi vouloir avoir le même genre de produit avec les cryptos si les cryptos ne sont voués à rien? Vous voyez, rappelez-vous que l'argent est factuel, donc on ne met pas de l'argent dans quelque chose qui ne va aller nulle part. Donc ça, c'est juste pour vous montrer quoi? Vous devez faire attention à ce qui est dit dans les médias, et rappelez-vous, ce qui est dit dans les médias, Warren Buffett peut mentir, Charlie Munger peut mentir, Bill Gates peut mentir, on a vu qu'il ment bien lui aussi. Maintenant, c'est quoi? Mais le capital ne ment pas. Bill Gates dit 1, mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il fait? Ils achètent GitHub pour 7,5 milliards. 7,5 milliards, c'est factuel, ça ne ment pas. Et ici, on nous parle d'un tel, et toutes ces boîtes-là, qu'est-ce qu'on voit qu'elles sont en train de faire? Remplir des applications pour avoir des ETF. Donc maintenant, pourquoi? Si tu remplis des applications pour un ETF, parce que tu as envie d'opérer quelque chose. Donc un exemple, ici, on va parler de manière... Voilà, on fait une pause rapide. Donc là, c'est ça. Vous voyez, eux, ils opèrent ici. Ils opèrent dans toutes ces compagnies-là. Alors maintenant, lorsque j'opère dans ces compagnies-là, c'est normal que j'ai mes ETF sur tout ce que je vois ici. Vous voyez, sur tout ce que l'on voit là. Vous voyez, tout ça, ce sont des ETF. Vous voyez, on a des ETF partout. Vous voyez, patati patata. Vous voyez, les ETF sont là, les ultra pro chers, ce machin chouette. Voilà, on a tout ce qu'on a envie d'avoir. Vous voyez, tous les ETF, ils sont là. Des iShares, Schwab, enfin, tout ce que vous voulez, hein. Pro Shares Ultra Do, Pro, tout ce que tu veux. Voilà, on a tout qui est là. Wisdom, Tree, vous voyez, toutes ces boîtes-là, Invesco, CBOE, tout ça, ils ont tous leurs ETF qui sont là. Vous voyez, les Vanguard, tous ces noms sont là. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de se fatiguer à créer des ETF dans soi-disant des actifs qui ne servent à rien, des actifs qui n'ont aucune valeur? Voilà, vous voyez, Vanek. Ils sont ici dans le secteur des semi-conducteurs. Vous voyez qu'ils ont un gros ETF au niveau de tout ce qui est technologique. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont en train de se casser la tête à avoir le même ETF avec les cryptos? Vous voyez, restez dans les semi-conducteurs. Semi-conducteurs, c'est quoi? C'est des compagnies comme Nvidia, Broadcom, Qualcomm, ainsi de suite. Vous avez déjà fait assez de milliards là-dedans. Pourquoi maintenant venir et vouloir avoir la même chose? Vous voyez ici, ils sont tous là. Maintenant, vous voyez que pourquoi est-ce qu'ils sont tous là à tenter d'avoir des ETF dans tout ce qui est crypto? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est de l'argent. Ça, ici, ce sont des trilliards de dollars. Lorsque vous voyez qu'il y a des trilliards de dollars ici et que maintenant on tente d'avoir les mêmes produits de l'autre côté, c'est ce que je vous disais, on ne fait rien pour rien. Donc ils ne sont pas en train de faire ça pour passer leur temps parce que c'est de la récréation, ils n'ont rien à faire, ils s'ennuient. Non, ils sont en train de faire ça pour créer encore plus d'argent, pour générer encore plus d'argent. Rappelez-vous que l'argent attire l'argent. Ok? Donc ça c'est quelque chose de clé qu'il faut réellement comprendre. Ok? Donc là, voilà. Continuons maintenant et on va où? On reste aux États-Unis et on va à l'université de Yale. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit deux économistes qui se sont penchés bien évidemment sur la question Bitcoin. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de Bitcoin ceci, Bitcoin cela, j'investis, je trade, je spécule, je suis un whale, je suis pas un whale, je suis dans Binance, enfin soit, on a de tout. Maintenant, c'est quoi la chose la plus importante? C'est le forecasting. Donc, le prix va aller où? Rappelez-vous, on s'en fout de ce qui se passe aujourd'hui. Nous, on veut quoi? Et savoir quoi? Anticiper les futurs mouvements. Si c'est à la baisse, on short. Si c'est à la hausse, eh ben tiens, s'il va aller à 25 000, 100 000 ou 1 million, peu importe, j'ai envie de faire partie de cette hausse. Donc, c'est quoi? Je monte dans le train avant ou dans la fusée avant qu'elle décolle.
Alors maintenant ici, c'est quoi? Ces deux économistes ont mis une stratégie qui leur permettait de quoi? Selon eux, selon certaines métriques, de quoi? De pouvoir déterminer le prix et le retour du Bitcoin. Comme je vous dis, rappelez-vous, apprendre avec des pincettes. Vous voyez qu'ils sont en train de parler de deux choses exactement, mais il y a une chose que j'étais en train de dire, j'étais en train de dire, ah, ici il y a un hic. Comme ils ont dit quoi? Que leur étude a montré que les cryptos ont une low exposure au macroéconomique. Vous voyez que j'en parlais à quelqu'un qui me disait, oui, non, les professeurs ont dit qu'il n'y avait pas. Non, non, non. Ils n'ont pas dit qu'il n'y en avait pas. Low exposure, ça veut dire qu'il y a une exposition au phénomène, aux facteurs macroéconomiques, mais qu'elle est faible, elle est petite. Donc on n'a pas dit qu'il n'y en a pas du tout. Il y en a une, mais elle est petite. La chose étant, c'est quoi? C'est qu'elle varie. Elle varie selon quoi? Les situations. La macroéconomie est une chose clé à comprendre ici en relation avec les cryptos. Pour le moment, ça dépend. Il y a des moments où on va être ultra exposé à cela et des moments non. Pourquoi? Par rapport au capital qui est rentré dedans. Et la macroéconomie, ça a à voir avec quoi? Là, tout de suite, je vous ai montré l'économie nord-américaine, donc le S&P 500. Ce sont ces compagnies-là qui vont venir, qui sont en train principalement d'investir dans les cryptos et qui vont utiliser la technologie blockchain. Donc si l'exposition elle est petite, ça montre quoi? Que les compagnies du S&P 500 sont peu investies dans cela. C'est une autre manière, comment dirais-je, c'est une évolution de leur business model. Donc c'est tout à fait normal qu'ils soient peu investis. Pourquoi? Il y a peu de capital qui est rentré dedans. Rappelez-vous, c'est quoi un exemple? Je ne vais pas passer mon business model de Johnson, une compagnie que tout le monde connaît, de Coca-Cola, au niveau de la logistique sur Ethereum. Pourquoi? La plateforme d'Ethereum n'est pas encore au point. Donc là, je vais mettre de l'argent juste pour qu'ils explorent qu'est-ce qu'ils peuvent me ramener eux comme solution. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent m'offrir sur base de mes demandes. Donc là, je m'expose un peu. Donc c'est plutôt de l'argent du R&D, donc de recherche et développement, pour qu'eux, ils trouvent des solutions de mise à l'échelle adaptées à mon business model, à moi, Coca-Cola. Vous voyez? Mais maintenant, Coca-Cola, c'est une compagnie qui est déjà établie et elle, oui, est exposée à ce qui est macroéconomique. Vous voyez comme ils disent quoi? Que c'est exposé très peu aux facteurs macroéconomiques, qui, d'un autre côté, influencent beaucoup les stocks, les devises et les commodités. Vous voyez que Coca-Cola a besoin de commodités. Coca-Cola, ils ont des revenus à travers le monde et c'est une action. Donc ça, c'est une action. Donc là, une sécurité d'une compagnie. Donc ça, c'est quoi? Ils sont influés. Donc il y a une forte influence, un fort impact des données macroéconomiques sur l'action de Coca-Cola. Vous voyez? Mais maintenant, d'un autre côté, Coca-Cola n'est pas encore en train d'opérer fortement dans tout ce qui est blockchain et donc d'ici, même pas, l'utilité d'une crypto ne se fait pas encore fort ressentir. Donc c'est quoi? L'exposition au niveau macroéconomique est encore faible. Et ça, c'est à dire quoi? À prendre avec des pincettes. Pourquoi? Ici, il faut rajouter quelque chose pour le moment. Au fur et à mesure, on va commencer à avoir une pénétration, c'est-à-dire quoi? Un apport en capital, un déplacement du business model de toutes ces compagnies édifiées de plus en plus fort dans tout ce qui est blockchain, dans tout ce qui est crypto. L'exposition à la macroéconomie, aux facteurs économiques, va augmenter. Donc ce modèle, il n'est bon que pour un certain moment et ça dépend. Rappelez-vous qu'il y a des phases. Et là, on est dans une phase dans laquelle les cryptos sont encore dans une phase embryonnaire. Donc c'est quoi? Il n'y a pas encore assez de capital. Oui, au fur et à mesure, on va voir ce fameux, qu'on parle souvent de l'argent de Wall Street. Coca-Cola, c'est Wall Street. Coca-Cola a un business model. Coca-Cola a des revenus en milliards. Donc, lorsqu'ils vont passer ces revenus en milliards, une partie de ces revenus en milliards là, Coca-Cola et tout le reste des compagnies, ça va faire beaucoup. Donc là, il y aurait une forte exposition. Pourquoi? Parce qu'ils vont directement être reliés aux stocks, aux devises et aux commodités. Donc, vous voyez que ça ici, il faut bien savoir lire et bien savoir ce que vous voyez. Vous voyez que là, c'est à mettre entre parenthèses pour dire pour le moment, on en est là. OK? Et donc, eux se sont basés sur deux choses. Momentum, donc lorsqu'on est dans un fort canal haussier ou fort canal baissier, et les standard deviation. Donc là, on rentre un peu plus dans tout ce qui est, comment dirais-je, dans tout ce qui est indicateur et ainsi de suite. Et d'un autre côté, l'attention des investisseurs au niveau des effets sociaux et des tendances, ainsi de suite. Donc recherche sur Google, recherche ci, recherche ça. Mais rappelez-vous une chose ici qui est clé, c'est pas l'investisseur accrédité qui va taper comment trader Google. Comment trader le Bitcoin dans Google. C'est pas lui. Donc là, c'est apprendre avec des pincettes. Ouais. Les Google Search, Warren Buffett ne va pas faire une Google Search. Ce que vous avez vu, la Dan Morehead de Pantera Capital ne va pas taper un Google Search. Ils ont une équipe de recherche qui fait ça. Ça, c'est qui fait cette recherche? C'est le particulier. Mais le particulier, il n'est pas encore à ce niveau ici. Le particulier n'est pas au niveau où il va influencer le marché réellement pour faire ses grands mouvements à gauche, à droite. Donc rappelez-vous que c'est un bon travail, c'est une bonne thèse, mais il faut la prendre avec des pincettes. Elle est valable pour un certain instant. Eux, ils ont fait quoi? Ils ont étudié l'historique passé. À un moment donné, ils parlent un peu du modèle qu'ils ont eu, du recul qu'ils ont eu par rapport aux années, qu'est-ce qu'ils étaient en train de regarder, ainsi de suite, pour en arriver aujourd'hui, et à partir de là, déterminer certaines choses. Mais vous voyez ici, ils se sont basés sur deux facteurs. Il y a beaucoup plus que cela à faire. Ouais. On voit depuis quand, là, ils sont en train de regarder ça.
Voilà, après il y a la comparaison avec les stocks, ainsi de suite et tout ça, mais au niveau du Bitcoin, je ne sais plus exactement jusqu'où ils étaient remontés. Rappelez-vous, ce sont des choses très très différentes. Vous voyez, là, ils essayent de quoi? De faire un parallèle entre le Bitcoin et les stocks et ainsi de suite. Je veux dire oui et je veux dire non et je dirais ben, c'est à prendre avec des pincettes. C'est un bon début de travail, rappelez-vous d'être créatif, on n'a pas encore assez d'historique à ce niveau-là, mais il y a beaucoup plus de métriques à prendre en compte. Vous voyez que le travail doit réellement continuer. Moi je peux vous dire parce que j'ai fait ce genre de travail aussi et les résultats, une fois qu'on est soumis à un stress, les résultats, c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? On n'a pas assez d'historique, il nous faut beaucoup plus de données. Les cryptos, pour le moment, c'est encore un animal sauvage. Vous voyez qu'ils sont en train d'être, comme vous voyez ici, hein, mis en relation petit à petit avec le reste des actifs classiques, mais ça, c'est pas encore pour maintenant. Donc là, c'est intéressant comme travail, mais voilà quoi, à prendre avec des pincettes. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on a? Ah, attendez, il y a un problème. Je pense que oui. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque je clique sur quelque chose, apparemment, ben, directement, il y a cet article qui revient. Il y avait un autre article ici, mais voilà, on est encore reparti avec Jack Sparrow, mais c'est pas lui qu'on voulait voir. Donc maintenant, c'est quoi? On va directement aller en Amérique latine ici. Et le premier article qu'on avait ici, c'est quoi? C'est au Brésil, il va y avoir des élections et ainsi de suite et tout ce que vous voyez. Et il y a le parti Novo, donc la personne qui est à la tête de ce parti qui se présente au présidentiel là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, on voit qu'il est pro-crypto. C'est quelque chose qu'il aime bien. Donc là, il revient dedans et il en parle. Et pour lui, il voit le Bitcoin et les cryptos qui pourraient être quoi? Un moyen de paiement accepté et officiel au Brésil. Donc on se dit, ah bah tiens, ça c'est quelque chose de pas mal. Donc là, voilà, quelqu'un qui a une vision... qui accepte le changement et qui accepte pas mal de choses. Donc oui, vous voyez que quoi, on peut plus arrêter ça. Tout simplement, bah, c'est ça, ça va être là. Ça va faire partie des moyens de paiement. Donc vaut mieux l'accepter que d'essayer d'aller à contre-courant. Maintenant, continuons. Et qu'est-ce qu'on a? On va dans un autre pays d'Amérique latine, on va au Chili. Et qu'est-ce qu'on a? Bah, maintenant, bah, au Chili aussi, bah, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, il y a des commerçants qui peuvent commencer à accepter quoi? Des paiements en crypto. Donc là aussi, c'est ça, hein, l'offre et la demande. Il y a des personnes dans des cryptos, des marchands aussi aimeraient amener, comment dirais-je, accepter des paiements en crypto. Et là, ça commence à se faire. Vous voyez ici, il y a une plateforme, hein, cryptocom.com. Et là, bah, ça commence ici. Et avec là, cette plateforme, elle est partout. Elle est au Chili, en Argentine, au Brésil et en Europe aussi. Et donc voilà, bah là, ça commence. Donc là, c'est pour l'Amérique latine. La révolution crypto, blockchain, tout ça, ça continue. Maintenant, on laisse las Américas et on va en Asie. Et on commence avec quoi? On a quelques news à donner avec la Thaïlande. Numéro 1, Thaïlande, c'est quoi? Régulation. Qu'est-ce que l'on voit ici? Les autorités financières, donc Banque centrale thaïlandaise et ainsi de suite et tout ça, ont commencé à faire quoi? On donnait le feu vert aux compagnies de quoi pour voir toute compagnie qui a envie de se lancer dans des activités en relation avec les cryptos peuvent le faire. Donc rappelez-vous qu'il y avait un gros problème à un moment donné. Hein. La banque n'était pas pour, on n'accédait pas à des transferts de BAT, oui le BAT c'est la monnaie là-bas, BAT, donc ouvrir des comptes en banque, ainsi de suite, ça commençait à être compliqué. Mais maintenant il y a eu quoi? Rappelez-vous que ça c'est un problème de quoi? De régulation. Donc ils ont fait circuler une nouvelle circulaire avec des règles pour bah tiens si telle ou telle compagnie veut commencer à faire ceci. La circulaire venait de la Bank of Thailandia et maintenant, bah, voilà, bah, commencer à faire ceci et cela. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses au niveau des cryptos, des ICO et de pas mal de choses, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, pas mal de restrictions, il faut jouer selon les règles. Donc, maintenant, vous voyez que par rapport à ce qu'il y avait eu déjà à un moment donné, avant que cette circulaire, elle n'arrive, ça n'avait pas empêché quoi, bah, l'écosystème de continuer à se développer. Oui, donc là, oui, qu'il y a aussi cette nouvelle loi par rapport au ICO dont on dépeint quelques lignes dans l'article précédent. Ici, vous voyez que c'est pas spécialement en faveur de tout ce qui est pardon, tout ce qui est ICO. Donc c'est quand même assez pénible, donc à un certain niveau pour commencer, enfin pour continuer à opérer et donner ce genre de service. Mais vous voyez que là, ben ça, la population, enfin ceux qui veulent rentrer dans ce genre d'activité n'est pas désespéré et continue à bouger et ça n'a rien fait au marché. Pourquoi? Parce que là, lorsqu'on va avoir quelque chose, vous voyez qu'à un moment donné, lorsque la drogue, pas la drogue, là je vais fort là, hein. Lorsque l'alcool à un moment donné, ben c'était pas permis, c'était pas légal, ben on arrivait quand même à s'en procurer. Eh ben, bien évidemment, mais les drogues aussi, même si c'est pas légal, on arrive toujours à s'en procurer. Bizarrement, ça arrive toujours dans nos rues, ça arrive toujours dans nos quartiers, ça arrive toujours dans nos plages, et ça rentre, et ci, ça, et on en trouve partout, on en trouve en boîte de nuit, en soirée, ainsi de suite. On ne sait pas comment c'est arrivé là. Donc, ouais, que là, bah, c'est ça. Donc là, ici, c'est pareil. Si on n'a pas pu arrêter les drogues qui sont réellement nocives pour l'être humain, ben, les ICO et ainsi de suite, et là aussi, c'est nocif à un certain niveau, au niveau de tout ce qui est des schémas de Ponzi, des fraudes, ainsi de suite. Et ben, donc là, vous voyez que les autorités ont beau faire les lois qu'elles veulent faire, on n'y arrivera pas.
Mais par contre, je pense qu'ils ont bien fait de faire cela. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a eu une histoire, ça m'a fait rire à un moment donné. Pourquoi? Cette histoire, c'était quoi? Bah, c'était un scam, donc une fraude qui était perpétrée par un Thaïlandais, mais c'était pas n'importe qui, c'était un acteur, une personne connue là-bas en Thaïlande, enfin du moins, d'après ce que j'ai vu, moi je ne le connais pas personnellement, mais ce que décrit l'article ici, il a perpétré une fraude et dans laquelle il y a eu quoi? Ben, un scam de 24 millions de dollars ici avec du Bitcoin, ainsi de suite et tout ça. Donc participer à quoi? À une levée de fonds pour des investissements et ainsi de suite. Et il a été quoi? Ben, les charges retenues contre lui, c'était quoi? Bien évidemment de crime et de quoi? Ben, blanchiment d'argent. Et voilà, donc il y avait la personne, son frère, sa sœur, enfin pas mal de membres de sa famille qui étaient impliqués dedans. Donc toute une histoire et bon, tout le monde en prison. Au total, c'était quoi? 6 personnes en prison. Alors maintenant, on continue, on reste en Asie et on va où? On va aux Philippines. Et qu'est-ce qui se passe aux Philippines? Vous voyez que maintenant, le monde blockchain, surtout en Asie, ça se développe beaucoup. Lorsqu'on parle d'Asie, c'est quoi? Japon principalement. On voit Hong Kong, on voit Singapour et surtout, la Corée du Sud. Donc les gars de Gangman là-bas, ben, ça, ils nous l'avaient déjà montré que là-bas, ils ont le style, ils font tout avec style, et donc là, ils ne rigolent pas avec les cryptos. Mais maintenant, vous voyez qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre. Donc là, revenons un peu sérieusement, il y a beaucoup d'argent qui est en train de rentrer. Vous voyez que la Corée du Sud et toute cette région hein, Pacifique, asiatique est très dynamique. Et maintenant, ben, il y a un pays qui n'a pas envie d'être exclu à cela, et c'est la Philippine. Donc vous voyez que là, ils ont une initiative de créer un crypto valley ou dans la zone franche. Et donc dans la zone commerciale du pays, vu que là c'est une zone où il y a beaucoup de ports, ils ont pas mal de mer, ainsi de suite, et ils veulent créer une zone, ouais, dans la zone franche, là, bah, créer une zone réellement, bah, un hub tech, et là maintenant quoi que ce soit une espèce de crypto Silicon Valley qui soit là. Pourquoi? Ben voilà, eux aussi veulent participer à ça. Rappelez-vous que la blockchain et tout ça, ça ramène énormément d'argent. Vous voyez qu'il y a énormément d'argent. Il y a un article ici qui ne se lançait pas spécialement bien et on parlait de quoi? On avait regardé le capital qui a migré, donc qui est rentré dans la blockchain et on voit que en comparaison 2018 et 2017, ça continue. Donc il y a énormément de capital qui est en train de rentrer dedans. Vous le voyez déjà au niveau de Wall Street avec tous les produits dérivés qu'ils tentent de créer. Et après au niveau d'initiatives des compagnies qui mettent de l'argent pour de la recherche et de l'investigation dans tout ce qui est blockchain. Donc il y a énormément d'argent qui est là et la Philippine aussi aimerait bien en participer. Enfin y participer, pardon. Maintenant, on laisse les Philippines et on va où? On va en Chine. Et qu'est-ce que l'on a? Maintenant, on va à la Banque centrale chinoise. Donc, rappelez-vous, PBOC, septembre 2017, le ban des ICO. Mais si on doit couper les ICO, comment est-ce qu'on arrive à ça? On arrive à ça par le Bitcoin. Donc, Bitcoin ban, donc bannir le Bitcoin, continuer avec les cryptos. Et rappelez-vous, si on aurait banni les cryptos, quoi? Ben, Tron, Neo, Quantum et encore pas mal d'autres n'existeraient pas. Donc, faire très attention à cela. Ceux qui ont le Q3, on a vu cela, on a étudié cela, donc vous savez exactement de quoi je parle. Maintenant, on revient ici et qu'est-ce qu'on a? On a le CIO, donc le Chief Investment Officer, donc ceux qui gèrent les investissements de la Banque centrale chinoise. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'augmenter le budget des investissements dans tout ce qui est blockchain et fintech. Et on voit que c'est un gros budget. Vous voyez qu'ils avaient 483 milliards de yuan. Donc là, ici, ça nous fait quoi? Donc, ce n'est pas des trilliards, mais là, c'est le yuan, on est à quoi? Par rapport au dollar, on est à 1 dollar, ça vaut quoi? 6 yuan. Enfin, maintenant, avec les taux dans lesquels on est en train de monter dernièrement. Donc, on remonte vers les 6 yuan et des poussières. Enfin, non, on a dépassé les 6 yuan et des poussières. Et on va beaucoup plus haut. Donc, on se rapproche des 7 yuan. Et donc, là, vous voyez, c'est quoi? Donc, là, c'est en milliards. Hein. Donc, on est dans les 48 divisé par 6. Ouais, donc là, c'est quoi? C'est les 60 et des poussières de milliards. Donc là, ça dépend à quel niveau et à quel moment on a fait ça. Mais voilà, on se rapproche des 70 milliards. Donc là, pas trilliards, mais milliards ici. Hein. Donc, billion, ça doit être marqué. Donc, vous voyez que ça, c'est pas petit. C'est un gros budget. Donc, vous voyez exactement ouais, dans quoi est-ce qu'ils veulent améliorer leur infrastructure et être, comme ils disent ici, dans les 3 plateformes technologiques majeures, cloud computing, big data, intelligence artificielle et tout ce qui va avec. Et tout ça, c'est en relation avec le blockchain. Vous voyez que tout ce qu'on vient de lire ici, ces 3 choses-là, à ne pas dissocier du blockchain. Le blockchain, ça vit où? C'est dans le net, donc ça vit sur le cloud. Ce sont des données. Et c'est quoi les smart contracts? Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Donc ça va main dans la main avec tout ce qui est crypto. Ok? Donc ça, c'est très important de le savoir. Maintenant, on laisse l'Asie, on va un peu plus bas, on va en Océanie et on va en Australie. Et qu'est-ce que l'on voit ici? On voit quoi? Des entrepreneurs, donc des nouvelles startups qui sont là et un entrepreneur qui veut faire quoi? Qui veut faire une crypto-banque. Rappelez-vous, ça nous rappelle quoi? Mike Novogratz aussi en train de faire pareil. Et comme il dit, pourquoi est-ce qu'il est en train de faire ça? Parce que le Bitcoin n'est pas une bulle et parce que les crypto-banques et tout ce qu'il y a, ça c'est l'avenir au niveau financier et qu'on voit une opportunité qui est là. Tout simplement, c'est ça. Que cette personne ici revient et s'exprime exactement. Donc c'est Fred
Chebesta, de 26 ans, en train de s'exprimer pourquoi est-ce qu'il est en train de faire ça. Il a fait ses recherches, il a fait ses analyses, il a dit non, il nous faut une crypto-banque ici et il prend l'initiative. Mais tout simplement, c'est ça. Ouais. Ouais, comme il dit ici, hein, on parle de bulles quand le bitcoin valait 10 dollars, lorsqu'il valait 100 dollars, lorsqu'il valait 1000 dollars, et ainsi de suite. On a entendu ça tout le temps. Et rappelez-vous, hein, c'est ça. Hein. Tout le monde parle de bulles, parle de ci, ça, de ci, ça, mais d'un autre côté, on voit que ta corporation est en train de mettre des milliards. Mais tiens, bizarrement, pourquoi tu mets des milliards dedans? Pourquoi? Si c'est une bulle, laisse-le. Pourquoi tu mets de l'argent dedans? Oui, on vient de voir en Chine, ils sont en train de mettre de l'argent. Rappelez-vous que Bitcoin, qu'est-ce qui sous-tend le Bitcoin? C'est le blockchain. Vous allez entendre ça souvent. Hein. Ouais, non, les cryptos, ça ne nous intéresse pas, mais c'est le blockchain qui nous intéresse. Non, le blockchain a été créé pour que les cryptos puissent aller dedans. Pourquoi? C'est une infrastructure, c'est comme une route. Si on a des autoroutes, on a du macadam, des trottoirs et des pavés, ainsi de suite, c'est pourquoi? Pour qu'il y ait des vélos, des mobylettes, des motocyclettes et des automobiles qui aillent dessus, et des motos et ainsi de suite. Et donc là, maintenant, on a un véhicule d'investissement, il nous faut une infrastructure. Donc pour ces cryptos-là, qu'est-ce qui a été créé? Le blockchain. Lorsque Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin, il lui fallait une infrastructure, il a créé le blockchain. Donc on ne peut pas dissocier le blockchain du Bitcoin et le blockchain des cryptos. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc, il faut faire très attention au discours de certaines personnes. Donc, c'est à vous à avoir, comment dirais-je, une prise de décision qui est indépendante, de loin de tout ce bruit que vous voyez ici à travers tout ça. Vous devez arriver à cela. Et ce jeune homme de 26 ans y est arrivé. Et à partir du moment où on a le raisonnement logique, on prend le risque de quoi? De mettre sur pied une entité. Et donc là, pour ce jeune homme-là, bravo. Alors, on continue. Qu'est-ce que l'on a ici? Là maintenant on laisse tomber l'Océanie et on va où? On revient en Europe et on va en Russie. Et qu'est-ce qui se passe en Russie? On voit quoi? Il y a eu un sondage et le sondage a révélé que quoi? Que 44% des Russes ont entendu parler des cryptos. Donc là le sondage va un peu plus loin. Hein. On voit qu'il y a 44% des personnes qui ont entendu parler des cryptos, 13% des personnes qui disent qu'ils comprennent bien ce que c'est et 56% des personnes qui disent écoute moi je sais pas du tout c'est quoi. Donc, vous voyez, mais un sondage fait sur quoi? Sur 1500 Russes. Bien évidemment, ce n'est pas toute la population, mais au moins, on voit comment cela a été fait. Donc, vous voyez, là, on voit ça ici. Vous voyez que parmi ces 44 personnes, il y en a 13 réellement qui peuvent dire « Ok, je sais bien ». Donc, sur ces 1500 personnes, on va dire 13, on va arrondir ça à 10%. On va dire qu'il y avait 150 personnes qui savent exactement ce que c'est. Enfin, to claim, c'est-à-dire qu'ils prétendent bien savoir ce que c'est. Donc là, c'est, voilà, il faut être clair avec les mots. Prétendre, to claim, c'est prétendre. Donc là, voilà. Alors maintenant, on continue. On laisse la Russie et on va en Suisse. Et qu'est-ce que l'on a en Suisse maintenant? On voit qu'il y a de plus en plus d'entités. Rappelez-vous, hein, qui font quoi? On en parle, c'est une bulle, c'est pas une bulle. Maintenant, on va où? On va du côté des banques privées. Donc, banque privée, qui dit banque privée dit quoi? Ceux qui sont en banque privée, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent. Alors maintenant, c'est quoi? On voit que Maerki Baumann, donc une banque privée, va commencer à faire quoi? Donc c'est la deuxième banque suisse privée qui va commencer à accepter quoi? Qui va commencer à accepter des actifs crypto. Donc qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour faire quoi? Ils peuvent faire du custody, ils peuvent accepter de les garder pour leurs clients, ils peuvent accepter que les clients aient pas mal de choses. Néanmoins, ça c'est entre eux et leurs clients, mais au moins quoi? Ils ont accepté d'associer leur nom à tout ce qui est quoi? À tout ce qui est crypto. Donc là, ça commence. Donc qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire aussi qu'il y a des personnes fortunées qui ont des cryptos. Vu que les clients d'une banque, si la banque décide de faire ça, la banque elle donne un service. Elle donne un service à qui? Aux clients. Et ça ne sont pas les clients d'une banque ordinaire, donc banque commerciale de tous les jours, non. Ça sont les clients de la banque privée. Banque privée, c'est avoir 1 million minimum. Ouais. Donc là, c'est ça. Donc là, ce sont des personnes qui ont de l'argent. Ouais, des clients de Circle qui vont mettre ce genre d'ordre. Donc là, c'est quoi? Il y a de l'argent qui rentre dedans. Il y a des personnes qui sont en train d'utiliser. Oui, à un moment donné, il faut être logique. 1 plus 1 égale 2. Il ne faut pas commencer à chercher à faire des trucs spéciaux, ainsi de suite. Et rappelez-vous, l'argent ne ment pas. L'argent est factuel. Vous avez bien vu ici, c'est une banque privée. Banque privée qui dit qu'elle va faire ça. Pourquoi? Si elle ne fait pas ça, ses clients prennent les millions et ils sont partis. Et donc, moi, la banque, j'ai pas de clients. Si j'ai pas de clients, qui me paye? À qui je donne un service? Donc, si j'ai envie de maintenir mes clients et leur donner des services, je donne ce que le client veut. Ou sinon, ces millions, ils vont aller ailleurs, chez un de mes compétiteurs, et j'ai pas envie de voir ça. Ou bien moi, je suis au chômage. Donc, rappelez-vous, j'ai toujours dit que l'argent est factuel. C'est l'argent qui décide. Tout ce que vous voyez là-bas à Washington, tout ça, ce n'est qu'une question de temps. Washington n'a pas d'argent. Qui c'est qui donne de l'argent à Washington? C'est Wall Street. Simple fait. Regardez lors des campagnes présidentielles, mis à part celle de Trump, vu qu'il a bien dit que lui, il s'est financé tout seul, vu qu'il était déjà milliardaire, lui. Regardez les campagnes de n'importe quel candidat à la présidence. Regardez qui finance. Ce sont les compagnies de Wall Street. Pourquoi? C'est du lobbying. Pour voter des lois qui vont nous permettre à nous et nos investisseurs de continuer à faire de l'argent comme on fait. Donc là, ça arrive. Washington n'a rien à dire, juste gagner du temps. L'infrastructure n'est pas encore complète. Donc rappelez-vous, j'ai toujours dit que la clé, c'est le capital. On s'en fout de ce que les gens disent.
Tu parles ici, mais après, on te paye derrière. Et voilà, on a vu qu'un politicien avait reçu 100 000 dollars d'un des frères Winklevoss pour pouvoir lister le Zcash. Pourquoi? Vous voyez que, rappelez-vous, donc là, vous devez comprendre que c'est le cash qui est clé. On vit dans le capitalisme. Donc celui qui fait la loi, ici, c'est le capital. Point très aligné. Vous voyez qu'une banque a été obligée de changer sa politique. Oui, gna gna gna, les cryptos, si c'est ça. Ah bah ok, bah on part. Ah bah non, vous savez quoi, on accepte les cryptos maintenant. Ah bah voilà. Tout simplement, c'est ça. Parce que c'est le capital qui est roi. Rappelez-vous, le capital est factuel. Pour entrer à la ligne. Et c'est tout. Donc il faut se focaliser sur le capital et non sur ce que les gens disent. On s'en fout de ce que les gens disent. Les opinions, on n'en a pas besoin. Nous, on se base sur le capital. Si le capital rentre, eh ben nous, on rentre avec. Pour entrer à la ligne. Pourquoi? Au plus il y a du capital qui va rentrer, au plus va augmenter la market cap et au plus quoi, ben, le prix des actifs monte. Tout simplement, c'est ça. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une demande. Ok? Donc c'est ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez ça, voilà. Marrant ça. Wall Street n'arrête pas de continuer à attaquer le Bitcoin, mais est-ce qu'on doit vraiment les prendre au sérieux? Ben, la réponse est non. Pourquoi? Regardez bien qu'est-ce qu'ils font avec leur capital. Rappelez-vous que Wall Street, ne pensez pas que Wall Street c'est juste quoi? Ben, c'est juste les banques. Ça c'est un gros problème que personne, beaucoup de gens, enfin pas personne, que les personnes ont. Ils ne comprennent pas réellement ce que c'est. Ouais. Wall Street pour eux c'est Goldman Sachs et JP Morgan. En d'autres termes pour eux, ben c'est quoi? Wall Street, ce serait quoi? Voilà. Si on va ici, pour beaucoup, Wall Street, c'est juste quoi? Bah, c'est juste les big banks. Donc c'est ça. Financials. C'est ici JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs, ainsi de suite. Non, c'est pas ça. Wall Street, c'est tout ça. Tout ça, c'est Wall Street. Oui. Quand on parle de ça, nous on parle que du côté financier parce qu'on parle des cryptos juste quoi. On est au niveau cryptocentrique, on pense crypto, dollar, oui, la mort du fiat. Non, non, c'est bien plus que ça. Ça, c'est Wall Street. Et quand on parle de Wall Street, quelles sont les personnes que l'on entend tout le temps parler? Lloyd Blankfein ici de Goldman Sachs, Warren Buffett et Charlie Munger ici de Berkshire Hathaway, Jimmy Dimon ici de Wells Fargo, Larry Fink ici de BlackRock, et voilà, de temps en temps, non, Steve Schwarzman, non, il ne s'est pas prononcé encore ni quoi que ce soit. Voilà les personnes qu'on entend parler. Juste ceux-là, sont les noms les plus connus. Et c'est tout. Mais le reste, tout ça, c'est Wall Street. Et vous savez bien que tout ça, ils sont déjà tous en train d'investir dans le blockchain, dans tous ces là, tous en train de chercher comment est-ce qu'ils vont commencer à utiliser ça. Tout ça, c'est Wall Street. Il faut faire très 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 attention. On parle que de cela, pourquoi? Parce que c'est l'aspect monétaire, l'aspect fiat, l'aspect remplacement de la monnaie fiat qui est mise en avant. Et là directement, bah quoi, ça attaque le métier de tout ce qui est de tous ces banquiers. Ah oui, qui en a encore? Monsieur Banga. Monsieur Banga de quoi? Il est où là? De Mastercard. Ouais, lui aussi, on entend pas mal parler de lui. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut se dire. Ben, est-ce qu'il faut les prendre au sérieux à un moment donné? Ben non. Pourquoi? Regardez ce qu'ils font derrière. Et c'est quoi ce qu'ils font derrière? L'argent et le blockchain rentrent dedans. Vous voyez, et rappelez-vous qu'on ne peut pas dissocier le bitcoin du blockchain. Ça, c'est l'excuse. Ouais, non, le bitcoin, on s'en fout, mais on aime bien le blockchain. Non, le blockchain a été créé pour le bitcoin. C'était un véhicule qui ne pouvait pas circuler dans les autres infrastructures. Donc, on lui a créé sa propre infrastructure. Maintenant, cette infrastructure-là, elle permet pas mal d'autres choses dans toutes les industries. Donc là, c'est ultra important, comment dirais-je, de voir cela. Et donc, vous voyez qu'en vrai, ben, ce que disent les Jimmy Dimon, ainsi de suite et tout ça, ben voilà quoi. Apprendre avec des pincettes. Et là, comme je dis, vous devez vous-même pouvoir faire arriver à vos propres conclusions, mais sur base de quoi? De ce que sont vos recherches. Tout simplement, c'est ça. Alors maintenant, on continue. Et qu'est-ce que l'on a? Bah ici, on a une vidéo ici de Fortune Magazine. Et on a fait quoi? On a invité, là c'est quoi? C'est le chef stratégiste de blockchain. Mais blockchain, ce qui offre des portefeuilles, des wallets, et ainsi de suite. Et donc là, bah, il vient parler exactement pour quoi? Tout ce qu'il pense du blockchain, ce qui se passe avec les cryptos, régulation, tout ce qui est en train de se passer, l'adoption, où ça va aller, le futur. Et vous voyez qu'il y a des entrepreneurs qui ont pris le risque d'être là et de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne font pas ça pour rien. Donc là, bah, voilà, donc là, il revient dessus. Donc là, c'est une interview très intéressante et intelligente, vu que la question qu'on pose à tout le monde, c'est quoi dernièrement? Bah tiens, les institutions, les grandes corporations, quand est-ce qu'elles vont venir, quand est-ce qu'elles vont arriver ici, et ainsi de suite. Et donc voilà. Ouais, donc ça reste toujours là. Et vous voyez encore ici, bah, CIJ, là on va y revenir, hein, Binance qui a fait une acquisition d'une grande compagnie. Donc on voit que là, ça continue à monter. Il continue à avoir de l'argent là-dedans. Ouais, et là maintenant on va finir ici avec les institutions et bien évidemment encore quelques compagnies de Wall Street. Et qu'est-ce que l'on a ici? On voit quoi? On voit maintenant quoi? Qu'on va avoir de l'électricité qui va pouvoir être gérée à partir du blockchain. Et là c'est quoi? Ben, ça va permettre l'efficience de la gestion de l'énergie et dans ce cas-ci de l'électricité. Donc on voit quoi? World First Blockchain Based Electricity Exchange. Oui, là c'est une réalité maintenant. Donc là, ben, c'est fait.
voyez qu'il y a des projets qui continuent à arriver. Donc là, c'est encore une fois une recherche qui a été menée par des chercheurs chinois afin d'y arriver, afin de faire quoi? Ben, de bien utiliser le power, donc l'énergie qui n'a pas été utilisée. Donc beaucoup plus d'efficience et répartir ce qui n'a pas été utilisé. Et tout ça à partir de quoi? Smart contract et décentralisation. Donc là, c'est quoi? Ben, ça, c'est la puissance qu'amène le blockchain. Vous voyez qu'il y a toujours de l'argent qui va continuer à venir et continuer à aller dedans et pour ce genre de recherche. Vous voyez que là, ça ramène de l'efficience au niveau de tout ce qui est utilisé. Donc vous avez vu que le blockchain, c'est ça. Ça aussi, c'est le blockchain. Ça aussi, c'est les cryptos. Et vous voyez que ça touche quoi? Si on doit regarder ça à ce niveau-là, ça touche l'électricité. L'électricité, ça touche quoi? Ça touche ça ici. Les utilités. Ouais. Secteur des utilités. Alors maintenant, vous voyez des compagnies comme Next Era Energy. Donc, au lieu de m'envoyer des factures bizarres comme chez vous en France, EDF, moi ici, c'est quoi? Iberdrola, on a quoi? Endesa et d'autres compagnies pareilles. Bah, tiens, maintenant, bah, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on consomme réellement et ça va être beaucoup plus transparent. Vous voyez que c'est une révolution au niveau de tous les business models. Vous voyez, donc ça arrive et ça, c'est une chose qui est réelle et ça, on va pas pouvoir l'arrêter. Ok? Alors maintenant on continue et on va où? On va avec une autre entité, donc l'équivalent de Goldman Sachs, donc banque d'investissement, on va en Grande-Bretagne et c'est quoi? Barclays. Maintenant la question est c'est quoi? Est-ce que Barclays est en train d'ouvrir de faire quoi? Une plateforme crypto trading ou même pas une plateforme mais une opération? Vous voyez à un moment donné c'était Goldman Sachs, on demandait à Lloyd Blankfein est-ce que vous avez tradé les cryptos? Est-ce que vous allez avoir ci, ça, ils ont dit non pour le moment on va juste offrir du custody. Donc custody quoi? Permettre aux clients qui achètent des cryptos, nous on va les aider avec ça, mais nous-mêmes trader directement non, mais ça arrive. Ils sont là pour faire des affaires. Et donc Barclays, c'est l'équivalent, donc pareil. Ouais. Donc là maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on pose des questions? Ben, la banque dit autre chose, les traders disent autre chose, mais pourtant, qu'est-ce qu'on en voit? Ben, on voit qu'il y a des choses qui commencent à être faites à ce niveau-là. Donc là, ça rejoint ce qu'on disait au début. Suivez l'argent. Vous voyez ici, c'est quoi? Comme on voit, ils ont parlé à Bloomberg pour dire quoi? On est constamment en train de monitorer, donc de regarder ce qui se passe au niveau des cryptos, donc des monnaies digitales. Et on continue à avoir un dialogue avec nos clients et voir leurs besoins. Vous voyez qu'en fait, ils disent rien. Ce sont les rois de ne rien dire. Vous voyez, donc ça, c'est pour parler, ils vont vous embrouiller, vous envoyer dans tous les sens, mais vous n'allez jamais savoir ce qu'il y a en train de se passer. C'est pour ça que je vous dis, rappelez-vous le capital. Et je vous renvoie toujours à cet exemple. L'équivalent de Barclays et de Goldman Sachs en Russie, c'était la Sberbank. Et rappelez-vous ce qu'ils ont fait, on avait couvert ça ici. Racheter tout quoi, le matériel, tous les GPU. Dire oui, c'est pour notre laboratoire de recherche. Et ensuite, après quoi? Ah bah oui, on mine. Ah bah tiens, selon la régulation qu'a mis M. Poutine, on peut miner, mais on doit vendre à l'étranger. Bah tiens, on a une succursale en Russie, on va vendre à travers là. Donc voilà, on est dans le game. Oh oui, on est là, on mine. Oui, on est là, on fait des profits avec ça. Donc vous voyez, c'est ça. Jamais, c'est même pas une question de jamais. Écoutez ce qu'ils disent, lisez ce qu'ils disent, mais il faut regarder ce qu'ils font. Le capital ne ment pas. Acheter tous les GPU et faire une razzia de GPU en Russie, ça passe pas inaperçu ça. C'est beaucoup d'argent. Si tu veux faire une recherche, achète-toi un rack. Achète-toi, je sais pas moi, 4, 5, 6, 10, mais n'achète pas tout ce qu'il y a dans le pays. Ouais. Donc là, bah, c'est ça. Et depuis là, on n'a plus entendu parler d'eux. Donc là, maintenant, ils sont en train de miner là. Ouais, ben là, c'est exactement la même chose. Donc Barclays, les Goldman Sachs et tout ça, rappelez-vous, il faut regarder ce qu'ils font. Voilà, dans le cas de Goldman Sachs, qu'est-ce qu'ils ont fait? On achète Circle et à travers Circle, on achète quoi? On achète Poloniex. Donc on a un exchange, on a tout et c'est pour nos clients. Mais on est là et on contrôle ça. Toutes ces données, on les voit, on les a. Elles sont là. Ok? Donc voilà, maintenant continuons. Et qu'est-ce qu'on a? Une autre compagnie maintenant, ShapeShift. Qu'est-ce qu'on voit qu'ils ont fait, ShapeShift? Eh bien, ShapeShift, il faut savoir c'est quoi cette compagnie. La compagnie ShapeShift, des personnes qui sont à la tête de cette compagnie sont des personnes aussi qui sont en quoi? Qui sont en relation avec la création de quoi? Comment ça s'appelle ça? D'Ethereum. Ouais, il y a Eric Voris qui avait pas mal parlé de lui, enfin il a fait pas mal parler de lui, pourquoi il y avait le débat avec Peter Schiff, ainsi de suite et tout ça, au niveau des cryptos et du Bitcoin et tralala, ben voilà, il est à la tête de ShapeShift, et maintenant ben, qu'est-ce qu'on voit? Ils viennent d'acquérir une autre compagnie qui s'appelle quoi? Bitfract. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, il y a beaucoup d'acquisitions qui sont en train de se faire, et dans ce monde-là, il y a beaucoup d'argent. Maintenant on retourne avec qui? On retourne avec Bitmain, rappelez-vous, hein, la boîte ici de Beijing, ainsi de suite et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils viennent d'acquérir encore une autre boîte ici qui s'appelle Tribeo. Donc vous voyez que là, c'est quoi? Une boîte de quoi? De digital advertisement. Donc c'est quoi? C'est de la publicité. Vous voyez? Créé sur quoi? Sur la plateforme de Bitcoin Cash. Donc vous voyez qu'il y a énormément d'argent qui est en train de rentrer dedans. Rappelez-vous que l'argent est factuel. Il ne faut jamais oublier ça. L'argent est factuel. Maintenant, on voit une autre initiative blockchain. Rappelez-vous qu'il y avait IBM avec Merckx. Ils voulaient faire quoi? Avoir le tracement
de tout ce qui était la traçabilité, plutôt de tout ce qui était logistique, donc au niveau des containers sur mer, océan, ainsi de suite et tout ça. Et ils ont mis ça sur pied, ils ont commencé à faire des textes et les tests. Et pour le moment, qu'est-ce qui s'est passé? Là, ça se passe super bien avec tout ce qui est au niveau de la supply chain et mettre un système dessus. Vous voyez qu'ici, c'est pas n'importe quoi, hein. On a plus de 20 ports internationaux et on a énormément de choses, énormément de contenu de tous ces conteneurs qui sont en train de voyager d'un coin à l'autre dans le monde. Et pour le moment, ça s'annonce très, 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 très bien. Ouais. Donc là, c'est quelque chose de super bon qu'ils font. Pourquoi? Pour améliorer l'efficience de tous ces transferts, de toute cette logistique. Donc vous voyez que là, ça continue. Et oui, quand on dit, tiens, vous avez un nom comme IBM. Rappelez-vous que IBM aussi, ça fait partie de Wall Street. IBM aussi est là. C'est une très, très, très grosse compagnie qui est là, qui est en train d'investir fort. C'était une des premières à investir fortement dans tout ce qui était intelligence artificielle, blockchain, ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, ils en récoltent des fruits. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On va à Binance. Et vous voyez que Binance, on a vu un peu ce que Binance est en train de faire au niveau de l'exchange centralisé. Mais maintenant, ils passent à quoi? Ils ont lancé la démo de l'exchange décentralisé. Rappelez-vous que centralisé, c'est quoi? Pour le moment, Binance est centralisé. Il y a un problème. Pourquoi? Rappelez-vous, c'est comme une banque. Si j'ai envie de braquer 100 millions, je sais qu'il y a 100 millions dans cette banque, à tel endroit. Lorsque c'est décentralisé, pour hacker les clients, je dois hacker tous les clients. Donc, maintenant, si Binance a 1000 clients, il faut hacker les 1000 clients en même moment. Vu que l'exchange décentralisé, qu'est-ce que ça va juste permettre, pour faire court? Tout le monde a son wallet et on opère juste comme ça. D'envoyer ma crypto à Binance. Binance doit avoir le custody, donc garder ça en cold wallet ou en hot wallet, peu importe ce qu'ils font. Mais là, c'est quoi? C'est eux qui doivent avoir le maintien de mes crypto actifs. Et dans le cas d'un exchange décentralisé, il n'y a plus ça. Donc, j'ai plus besoin de m'inscrire à Binance. Je veux faire un trade, tout peut être fait directement comme ça. Smart contracts, ainsi de suite. Il y a un prix, il y a quoi que ce soit. Tiens, j'ai envie de rentrer à tel ou tel prix. Il y a mon wallet, le wallet d'un autre, c'est fait par smart contract et c'est fait. Ouais, donc là, les possibilités sont immenses, hein. Donc là, maintenant, on va voir comment est-ce que tout ça va être mis sur pied. Mais ça, c'est là et ça arrive. Vous voyez que là, c'est l'avenir. Donc je pense que, même pas, je pense, hein, 2019, on va commencer à le voir de plus en plus. On va voir quoi? Utility token, ça c'était cette année-ci, en 2018. 2019, on verra quoi? Security token, des reverse ICO et des exchanges décentralisés. Et bien évidemment, encore l'avènement des plateformes et encore pas mal de choses. Là maintenant on va où? On va à Bloomberg et on termine. On a encore plus que 2 articles, donc ça va. Et vous voyez que maintenant, vous voyez que Goldman Sachs, vous voyez qu'on parlait de... Rappelez-vous l'article qu'on vient de voir, hein, où il tient Wall Street, Pati Bata, est-ce qu'il fallait prendre au sérieux? Qu'est-ce qu'on voit ici? Goldman Sachs Planned Custody, Crypto Custody Offering, pour qui? Pour leurs clients. Pourquoi? On dit malgré le bear market. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Custody, c'est juste ça, la sauvegarde des cryptos. Donc j'ai mon Ledger Nano S, et Goldman Sachs aura une solution pour moi, pour le garder sain et sauf. Donc c'est quoi? Rappelez-vous, si elle disparaît comme banque d'affaires, vu qu'elle va plus pouvoir faire des marges de bénéfices, déjà au trading ils vont continuer, vu que c'est comme ça qu'ils font de l'argent, c'est une banque d'affaires. Mais d'un autre côté, c'est quoi? Prendre des commissions et des frais de gestion aux clients, ainsi de suite. Si tout ça, ça disparaît, ça devient de plus en plus transparent avec le blockchain, il faut que je donne un autre type de service. Et ça, c'est un des services sur lesquels je vais pouvoir banquer. Vu que j'ai des clients, des high net worth individuals, donc des personnes très riches, donc j'ai ce côté asset management, ce côté relation avec des private banking, ainsi de suite. Donc ces clients qui ont des millions et des milliards, moi je leur offre une solution de sauvegarde de leurs cryptoactifs. Donc ça peut être quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit que malgré les conditions de ce marché dans lesquelles on est dans un marché à la baisse, il y a une demande venant de la part des clients. Donc eux, ils doivent étudier ce point-là très sérieusement. Parce que c'est un business qui est là pour eux, c'est un service qu'ils sont là prêts à offrir. Donc vous voyez que là, déjà d'un côté, c'est ça. Et que ça fait un an qu'ils nous disent la même chose. Les clients le veulent. Les clients veulent être là. Les clients veulent du blockchain. Les clients veulent des cryptos. Donc c'est à eux à savoir ce qu'ils doivent faire. Alors maintenant on continue. Et qu'est-ce qu'on a? On va regarder une autre compagnie, Overstock.com. Rappelez-vous, on en a souvent parlé, Patrick Byrne, qui est le CEO de Overstock.com, qui était la première plateforme à accepter des paiements en crypto. Et on a vu que le fait d'associer leur nom à tout ce qui était crypto et blockchain, on s'était moqué d'eux au début. Mais leur compagnie avec celle de Square, donc Square, c'est la compagnie de Jack Dorsey, le CEO de Twitter, où on a vu que c'était des compagnies qui étaient montées fortement en 2017 et ainsi de suite, lorsqu'il y avait cette forte montée des cryptos. Et là, ça continue et ils continuent le business. Et maintenant, ils vont dans quoi? Dans pas mal d'autres services. Et qu'est-ce que l'on fait? Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Vous voyez que là, ils continuent à faire quoi? À faire des acquisitions. Et maintenant, on voit que leur plateforme va intégrer encore pas mal d'autres choses, hein. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont eu? Les nouvelles ventures dans lesquelles ils sont en train de se lancer, on voit qu'ils sont rejoints encore par quoi? Par d'autres investisseurs qui viennent investir avec eux et qui y croient. Vous voyez que là, maintenant, ils ont la plateforme blockchain et le ICO du T0 token ici. Quelque chose réellement
qui a été bien vu. Et il y a quoi? Il y a une entité ici de Hong Kong, donc une private equity fund qui vient mettre quoi? Qui vient mettre de l'argent avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils croient dans cela, avec ils vont passer une partie de leur e-commerce, tokeniser cela et avoir quoi? Avoir comment dirais-je, avoir de l'argent qui rentre dedans. Ouais, comme ils sont en train de parler de quoi? De la tokenisation des securities. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est là les security tokens. En gros, rappelez-vous, c'est quoi? Une security token, c'est un jeton qui est backé par quelque chose. Donc on peut dire, tiens, j'ai un jeton qui est backé par de l'or, un jeton qui est backé par une action, un jeton qui est backé par un bon d'État, un jeton qui est backé par je sais pas quoi. Vous voyez, ça c'est ça. Et là, c'est ce qu'on va voir fortement en 2019. C'est quoi? Il y a des grosses corporations qui vont commencer à émettre cela. Pourquoi? Rappelez-vous, ils ont tout ça, eux. Tout ça, c'est eux ici. Vous voyez que, voilà, on a parlé de quoi? De overstock. D'ailleurs que overstock, ça fait partie de ça. Il suffit de chercher ici overstock. Non, c'est c'est quoi la compagnie? C'est overstock.com. Ah non, .com. Voir où ils sont. Non, attendez, on doit aller dans full. Et ici, il faut chercher la compagnie Overstock. Voilà, vous voyez, ils sont là. Overstock.com. Ouais. La compagnie, elle est là. Elle existe, elle est réelle. Donc maintenant, c'est quoi? Sécuriser ce qu'ils ont. Donc c'est quoi? Sur base des bénéfices que je fais, des dividendes que je donne, ou de mes futurs bénéfices que je vais avoir, moi je te sécurise une participation à ça. Et là, maintenant, tu peux avoir un jeton que tu peux échanger librement. Le jour où tu n'en as plus besoin, où tu en avais 10, tu vas en revendre 2, et qu'il y a une forte demande par rapport à ça, boum, tu peux le revendre à quelqu'un d'autre. Mais que ça c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Donc ça, c'est un gros phénomène. Donc marquez-le bien, les security tokens, ça va arriver fortement maintenant en 2019. Et maintenant, on termine ici avec quoi? Volkswagen, qui avait déjà planifié l'intégration de la blockchain dans tous ces véhicules. Rappelez-vous, on va vers quoi? On va vers des véhicules qui sont autonomes et électriques. Et rappelez-vous que Volkswagen, c'est un grand groupe. Il y a beaucoup de choses avec Volkswagen. Et là, maintenant, on voit quoi? On voit l'initiative qu'ils ont pour pas mal des véhicules de leur groupe ici. Et quelles sont les choses qu'ils veulent faire? Un, les odomètres. Donc, permettre quoi? La non-falsification des kilométrages des véhicules. Vu que là, le véhicule, dès qu'il va être fait, ainsi de suite, toutes les pièces tracées, suivies par le blockchain. Et l'odomètre, donc le kilométrage zéro, directement, initialement, relié à la blockchain. Ce qui fait que là, je peux te revendre un véhicule, voilà mon Volkswagen ou bien mon Porsche. Je vais dire, tiens, est-ce que le kilométrage est OK? Tu n'as pas besoin de me croire. Rappelez-vous que le blockchain nous amène quoi? Ce degré de non-confiance, trustless. Et c'est quoi? À travers le blockchain, tu vas pouvoir savoir si ce véhicule, réellement, il est au kilométrage que je dis. Et donc là, par rapport à ça, si moi je vais le vendre au marché secondaire, la chose étant que quoi? Tu vas pouvoir voir réellement que ça, c'est OK. Vous voyez? Et là, maintenant, au niveau de Porsche, c'est quoi l'initiative? Empêcher de quoi? D'avoir des clés virtuelles pour empêcher que le véhicule soit hacké. Rappelez-vous, ce sont des véhicules qui sont quoi? Qui maintenant sont autonomes et électriques. Donc, ils ont une intelligence artificielle, ils sont connectés dans l'Internet des objets. C'est un objet, ce véhicule. Et donc là, on peut le hacker. Donc là, rappelez-vous, il y a aussi un risque là. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont venir là. Et vous voyez que là, c'est quoi? Là, nous sommes en train de bosser avec une startup, Chain, pour développer ce système. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup d'argent. Rappelez-vous, ce sont des compagnies édifiées, les corporations édifiées qui vont commencer à mettre de l'argent pour de la recherche et du développement. Rappelez-vous qu'ils veulent modifier leur business model. Donc là, c'est ça. Il nous faut, ces startups doivent être là afin de ramener des solutions. Il y a une demande ici, on a des problèmes et il nous faut des solutions. Et ces solutions viendront d'où? Des startups. Et nous, on les finance pour qu'elles fassent ça. Vu que nous, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas arrêter nos opérations. Vous voyez qu'on a besoin, nous, de continuer nos opérations pendant X temps, exprimer tout le jus qu'on peut exprimer de notre business model actuel. Mais d'un autre côté, on doit avoir quoi? Des startups qui sont prêtes. Donc là aussi, vous devez comprendre la migration et le voyage qui est fait entre Wall Street et Silicon Valley. Très important de comprendre ça pour comprendre l'écosystème crypto. Ok? Donc voilà. Donc là, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Un grand merci à Patrick et Nadi pour les news. Et bien évidemment au quotidien, donc un merci à Johan, Patrick et Nadi aussi pour les news que vous amenez tous les jours au quotidien. Donc un grand merci à vous qui soutenez le canal. Moi, vous pouvez me retrouver au www.jctune.com comme vous voyez ici. Et bien évidemment, vous avez toutes les news et tout ça, vous aurez tout en description de vidéo. Et donc là, ici, c'est tout pour aujourd'hui. Donc pour ceux qui veulent me contacter, vous avez mon email, vous avez le box de messages, vous voyez cela au quotidien, donc il n'y a pas de problème, on reviendra dessus demain. Et donc voilà, je tente de revenir vers vous le plus rapidement possible. Donc encore une fois, c'était une émission solide, riche en news. Rappelez-vous, vous devez prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Écartez-vous du bruit de tout ce que vous voyez à gauche, à droite, là et là. Vous n'en avez rien à faire, vous n'avez pas besoin des opinions. Vous n'allez jamais devenir riche avec l'opinion de quelqu'un. C'est avec les faits, les données, analyser, quantifier, anticiper les futurs mouvements.
point à la ligne, c'est ça. Donc vous échangez l'information contre une prise de risque. Mais qui dit risque dit opportunité. Mais c'est à vous, c'est votre responsabilité. Ok? Donc voilà, un grand merci à tous. Vous passez un excellent samedi, un très bon week-end et on se retrouve demain, dimanche, pour notre Bitcoin dimanche. Un grand merci à tous. Bye bye.